Donc, bonjour à tous et à toutes, c'est Ronaldo. Aujourd'hui, je vais remplacer Manef pour le podcast des entrepreneurs de soumissionrénovation.ca. Donc, aujourd'hui, on va avoir Madame Shainez Ouaji qui fait du design d'intérieur. On peut parler d'architecture aussi. Je vais rester quand même assez général dans l'introduction pour lui permettre de vraiment préciser ce qu'elle fait. Ça va être une émission quand même assez spéciale vu que nous ne parlons pas nécessairement à un entrepreneur, donc que ce soit spécialisé ou général, mais on va vraiment aller à la source de l'idée en tant que telle. Donc, bienvenue. Bonjour Ronaldo, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans vos locaux. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de partager ce que je fais avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi, je dois avouer que je suis quand même très intéressé par ce que vous faites. C'est un domaine où est-ce que je pense que les gens prennent pour acquis ce que c'est, mais ne comprennent pas nécessairement ce que c'est. Donc, je suis vraiment, vraiment heureux que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez remarqué, dans l'introduction, j'ai parlé de design d'intérieur, j'ai parlé d'architecture. Si vous pouvez vous présenter un petit peu, à savoir ce que vous faites ou ce que vous avez fait dans ce domaine. Avec plaisir. Donc, je suis Shainez Ouaji, architecte et designer. Donc, j'ai commencé ma formation en France. En France, j'étais architecte et puis je suis arrivée au Canada il y a quelques années maintenant. Donc là, j'ai créé mon entreprise donc de design et d'architecture au service du bien-être qui va être spécialisée, on va dire, autour de la question du bien-être. Évidemment, c'est une question qui concerne en réalité tous les projets, mais la différence de ce que l'on propose, c'est vraiment de placer cette question-là au cœur de la conception et puis d'amener les gens aussi à prendre conscience de l'importance de cette question-là. D'accord. Donc, quand on parle de la question du bien-être, donc est-ce que vous voyez une différence entre bien-être et confort ou qu'est-ce que vous voulez dire exactement par le bien-être? Ouais, c'est sûr que c'est un terme aujourd'hui qui devient de plus en plus générique, c'est un terme qu'on utilise pour beaucoup de choses. Pour revenir un petit peu, pour donner un petit peu le contexte qui pourrait permettre aussi de comprendre comment est-ce que moi j'entends le terme de bien-être. Donc j'ai travaillé durant mes études, durant mon baccalauréat en architecture en France, j'ai pu travailler pour des particuliers, notamment dans des rénovations intérieures. Et à ce moment-là, j'ai pris rapidement conscience de la force de ce que c'est que de travailler directement et au plus proche, en fait, avec le client. Ce qui se passe dans le projet souvent d'architecture et de design, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'intermédiaires. Et c'est normal, puisque plus les projets sont complexes et plus on a besoin d'intervenants. Moi, je me suis rendu compte que dans le travail avec les particuliers, ou dans le travail aussi avec les commerciaux qui travaillent sur leurs espaces commerciaux de travail, on a tout de suite en fait un rapport direct. Et ça aussi, ça rentre dans la démarche, la méthodologie de « je fais de l'architecture et du design bien-être ». Il y a tout de suite un rapport, il y a aussi tout de suite une question de quelle va être nos interactions en fait. Comment est-ce qu'on va interagir ? Est-ce qu'on va interagir d'humain à humain directement ? Ou alors est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'intermédiaires, des protocoles, des choses comme ça ? Ça déjà, la méthodologie même de travail, en fait, elle permet d'arriver à ça. On peut dire que c'est un service, on propose un service qui va être vraiment personnalisé. Donc c'est surtout dans ça qu'on s'inscrit. Par la suite aussi, dans mon parcours, j'ai travaillé avec des municipalités. Donc là, il y avait forcément, on se sent tout de suite en charge, on a un peu cette mission. Quand on travaille pour une municipalité, on a un peu une mission collective, une mission de bien commun. Donc, je pense aussi qu'il faut, en tant qu'architecte ou designer, avoir cette fibre-là, avoir la volonté de servir. Et c'est ce qui m'a dirigée vers cette formation-là, prioritairement. C'était vraiment de maîtriser un outil, une science, un art qui puisse être mis au service de l'humain. C'était ça pour moi le but. On peut voir l'architecture comme étant une fin en soi, comme un art. Et en France, c'est quelque chose qui est très prononcé parce qu'on a les beaux-arts, etc. Ouais. En Italie, en Europe. Mais moi, je le vois comme étant au service de l'être humain. Qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement ? Quand même très intéressant que vous avez pu décrire l'architecture en tant qu'art, en même temps en tant que science, d'avoir cette dualité-là. Moi, j'avais une question pour vous en vous écoutant, quand vous parliez de ce rapport humain à humain qui vous permet, dans le fond, de vous concentrer sur la partie bien-être. Est-ce que vous avez remarqué dans certains de vos projets ou au contraire des projets qui sont peut-être différents des vôtres, la différence entre un projet où est-ce qu'il y a ces intermédiaires-là comparé à celui où est-ce qu'il
il y a cette approche directe avec le client. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans vraiment la finalité du projet de différent entre ces deux approches? Ouais, c'est super intéressant comme question. Et en fait, il y a tellement pour le coup, de questions intermédiaires là, parce que le sujet est tellement grand. Mais pour donner un point là rapidement de précision, il y a des agences et des entreprises qui vont proposer de travailler sur de l'habitation, qui vont faire des projets d'habitation ou de locaux commerciaux, par exemple. Évidemment que ça existe, mais qui ne vont pas forcément avoir ce point-là au cœur de leur démarche. Ce qui peut aussi donner des projets qui sont plus génériques, des projets qui sont peut-être moins personnalisés. Parce que le bien-être, c'est quoi? C'est être capable, là j'y venais aussi par la suite parce que c'était aussi l'objet de mes formations, et c'est l'un des points, des axes sur lesquels je travaille dans ma démarche en 5 points. Le bien-être, c'est être capable de comprendre profondément en fait les besoins des personnes que l'on a en face. Donc ça nécessite de l'écoute, ça nécessite aussi d'avoir des outils concrets pour relever les besoins. Ça nécessite aussi d'aller parfois au-delà de ce que nous dit le client. Parce que c'est nous qui sommes experts en notre domaine, mais on doit être expert aussi dans ce que le client parfois peut moins maîtriser. Il se peut que le client me dise « j'ai besoin de ça ». En fait, effectivement, il a besoin de ça, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a un autre principe à l'arrière qui cherche. En fait, il a peut-être besoin d'un espace un peu plus aéré, plus fluide, mieux ordonné, minimaliste, qui fait que quand il va venir se reposer dans cet endroit-là, il va mieux se sentir. Ou inversement. Donc, il faut être aussi capable de décoder. Et il n'y a pas de magie. On a beau être à une ère où on est capable de gagner énormément de temps aujourd'hui avec la technologie que l'on a, etc. La chose la plus précieuse que l'on a en tant qu'être humain, c'est l'attention qu'on est capable de donner. Et ça, je pense que rien ne peut le remplacer. C'est pour ça qu'on essaie d'ailleurs d'économiser notre attention. On essaie de rendre les choses scalables, etc. Ouais. Mais finalement, quand on va travailler sur un projet de façon personnalisée avec un client, qu'on va lui offrir cette attention-là, le résultat, il est vraiment tout autre. Tout ce que vous avez décrit là, est-ce que c'est des choses que vous avez pu, dans le fond, apprendre d'après soit des moments clés dans votre évolution professionnelle? Est-ce que c'était des choses que vous saviez directement que vous vouliez toucher avant votre formation? D'où est-ce que ça vous vient, cet intérêt, dans le fond, pour le bien-être? Merci Ronaldo pour la question, parce que ça aussi, ça permet de mieux comprendre le background et le contexte. J'ai toujours eu cette fibre, on va dire, d'être au service de l'autre. Puis quand j'ai eu la chance d'arriver au Canada, donc à la fin de mon baccalauréat, j'en profite pour terminer cette histoire-là. D'accord. Donc, j'ai pu travailler dans une agence, donc on faisait du design moyenne haut de gamme, des salles d'eau en particulier, mais on touchait aussi également à toute la maison après, parce qu'on avait toujours des clients qui voulaient poursuivre le service au-delà des salles d'eau que l'on pouvait concevoir pour eux. Et en fait, ce qui était intéressant, en travaillant sur la salle d'eau, on travaille vraiment sur la pièce par excellence qui représente le bien-être. Et donc moi, là, à ce moment-là, ça m'a paru être une évidence, en fait. C'était comme si c'était écrit quelque part. OK, finalement, ce que tu aimes, c'est travailler pour les autres et que ton travail leur fasse du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus important, je dirais, d'autant plus pertinent à notre époque. Pourquoi ? On vit aujourd'hui dans des sociétés modernes où le stress, les défis de la vie quotidienne peuvent parfois vraiment lourdement peser sur notre bien-être mental, physique. Et en fait, l'importance de l'environnement dans lequel on vit et on travaille devient de plus en plus évident. Je perçois les espaces dans lesquels on évolue, c'est comme notre second corps. Ça viendrait à l'esprit de personne de ne pas prendre soin de son corps a priori. En fait, et c'est comme ça que concevaient aussi les anciens, les habitations, etc., dans les cultures anciennes et dans les anciennes civilisations. C'est pas juste une enveloppe sur laquelle il faut économiser des sous. Non, c'est vraiment le conteneur de nos activités, ce qui va contenir nos activités, nos pensées. Donc, évidemment qu'il faut que ce soit bon, beau, bien fait pour que la vie qui va s'y déployer se fasse de la meilleure des façons. Donc, il y a cet enjeu-là avec aujourd'hui une société qui est assez exigeante mentalement, physiquement, et qui pose la question de est-ce que notre habitat, finalement, il est vraiment ce lieu qui va être ressourçant ? Moi, c'est ce que je pose comme question aux gens. Est-ce que votre habitat, le lieu aussi dans lequel vous travaillez, donc forcément, ça s'adresse à des locaux commerciaux. Ça peut être
Je travaille aussi avec des cabinets, par exemple, qui vont avoir besoin de réintégrer cette question-là à l'intérieur, parce qu'on passe quand même plus de 90%, quasiment 90% de notre temps en intérieur. Et au Canada, c'est encore plus vrai au vu du climat. Ouais. Donc, c'est vraiment des enjeux qui vont être importants. Donc, il y a ça. Est-ce que mon espace me régénère? Est-ce que c'est un espace qui est ressourçant, vraiment, pour moi, pour les gens qui vivent avec moi, pour mes collègues de travail, dans ma pratique aussi de travail, quand je vais être dans mon bureau. Et avec la Covid aussi, ça a posé toutes ces questions-là, puisqu'on a été amené à vraiment là, à être un petit peu contraint de rester dans ces espaces-là, et donc aller mieux les regarder. Oh, est-ce que ça me ressemble vraiment? Est-ce que c'est ce que je veux? Oui, je voulais désolé de vous interrompre. Je t'en prie, Ronald. Je vais vraiment juste rebondir là-dessus rapidement parce que c'est exactement ce que je pensais, parce que je sais que pendant la COVID, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été forcées à regarder leur espace différemment, à vraiment regarder si oui ou non ils étaient bien. Donc là, on voit bien l'aspect bien-être parce que c'était toute leur vie pendant un bout de temps. Ils ne sortaient pas de chez eux. Ce qui m'amène à une question pour vous, puis dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, le bien-être, est-ce que c'est un luxe? Je vous pose la question parce que j'essaie de voir comment est-ce que vous faites pour parler des espaces de cette façon si poétique, avec une certaine liberté, dans le fond, de comment est-ce que je vais faire les choses, tout en sachant que la personne qui a ces idées-là ou qui a ce besoin-là a potentiellement des limites aussi. Puis quand je dis des limites, on parle de que ce soit les codes du bâtiment ou que ce soit des limites financières. Est-ce que d'après vous, le bien-être est un luxe ou c'est quand même quelque chose qui peut être obtenu par monsieur et madame tout le monde? J'aime vraiment cette question parce que c'est ce qui peut, c'est un des préjugés généraux, c'est pas vous Ronaldo, mais que l'on peut avoir à la fois sur l'architecture, sur la question de l'esthétique en général, le beau, est-ce que c'est réservé à une élite ou pas? Et pour l'anecdote, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cette pensée-là? Parce que c'est pas une pensée traditionnellement, quand je dis traditionnellement, encore une fois, j'ai beaucoup d'intérêt à ce qui concerne l'histoire, théorie de l'architecture, l'esthétique, la philosophie. Donc je lis beaucoup à ce sujet-là. Et en fait, les sociétés qui nous ont précédés n'avaient pas cette question-là, n'avaient pas cette dichotomie-là. Est-ce que le beau, on peut se le permettre ou pas? Pas du tout. C'est la société moderne qui a créé cette question-là parce qu'en fait, il a fallu gagner de l'argent. Et beaucoup d'argent. Et donc à ce moment-là, quand on veut être productif, qu'est-ce qu'on fait? On économise et on rend les choses, on les produit, on les conçoit de la façon la plus en fait minimale qui soit. C'est-à-dire qu'on évacue toutes les questions d'esthétique, etc. pour créer un produit minimum qui va être reproductible. Ford, le Lean, etc. Donc évidemment que ça nous a apporté un certain confort, on s'en cachera pas, mais ça a ses limites. Et en fait, moi justement, je considère pas que cette conception-là, je reviens là-dessus, elle est intéressante dans certains domaines, évidemment. Ça apporte du confort dans certains aspects. Mais évidemment que tout le monde ne veut pas manger la même chose tous les jours. Évidemment que tout le monde ne veut pas s'habiller de la même manière. Et tout le monde ne veut pas nécessairement avoir un chez-soi qui soit le même que celui de son voisin. Pour moi, il n'y a pas de distinction entre l'esthétique et le fonctionnel. C'est la même chose. Parce qu'en fait, il n'y a pas de frontière. Un projet qui est bien conçu, il va répondre en fait à ces besoins-là. Parce que finalement, le fonctionnel n'est fonctionnel que si il dégage de la beauté. Quelque chose de vraiment fonctionnel, on va le trouver beau, en fait. Mais quelque chose qui n'est pas fonctionnel, l'être humain, il est capable, avec ses yeux, n'importe quel être humain est capable de voir que ce n'est pas harmonieux, c'est pas équilibré, qu'il manque des choses. Vous voyez ? Donc quelque chose de très fonctionnel, on va prendre certains, même en termes technologiques, exemple iPhone, etc. On a une esthétique qui est développée autour de ça, d'où le succès, par exemple, de l'iPhone. C'est parce que c'est pas juste. Je fais pas du tout de publicité ou de placement. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Il n'y a pas de problème. Non, c'est un exemple. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment une belle métaphore pour le coup, le travail d'iPhone, notamment avec Steve Jobs. Ça a rencontré ce succès-là parce qu'il y a eu un mariage parfait entre les deux. Et donc, ça crée quelque chose d'au-dessus. Donc non, c'est pas pour une élite. Au contraire, ça peut être pour tout le monde et avec des principes même très simples. Moi, dans mon travail, dans mon offre de service, par exemple, j'ai une offre qui... tout le monde n'est pas intéressé par les mêmes choses. Ça peut aller du consulting,
Donc, on peut proposer des séances de consulting pour donner des conseils. On peut proposer un réaménagement, faire des options de réaménagement, par exemple, sommaire. Le client, après, à lui ou pas de décider s'il va de l'avant. Ou on peut aussi proposer un projet davantage clé en main, comme on dirait, de rénovation de ses intérieurs, de ses locaux, etc. Donc, ça va vraiment, en fait, crescendo. Mais les principes, ça reste, en fait, les mêmes. On va expliquer les mêmes principes. Ça ne change pas, en fait, dépendamment de l'échelle du projet. On est sur la même chose. D'accord. Ouais. Puis, encore une fois, moi, ça me passionne parce que à vous entendre parler, comme je dis, ça dégage une certaine simplicité. Donc, j'écoute le client, donc j'écoute ce qu'il dit, j'écoute ce qu'il ne me dit pas, j'essaie de voir où est le réel besoin, j'essaie de marier l'esthétique au fonctionnel, mais est-ce que, parce que la façon que vous parlez, on ne dirait pas, mais est-ce que vous rencontrez des difficultés parfois à essayer d'offrir ça à vos clients? Et si oui, qu'est-ce qui peut être complexe dans ce que vous faites? Alors, il y a 2 types de clients à peu près présentement, et puis on espère en avoir d'autres là. Bon, on a ceux qui sont déjà, conscients, d'où aussi le nom de l'entreprise, Conscious Concept. Donc, l'idée, en fait, c'est de simplement mettre un peu plus de conscience sur ce que l'on fait et de ne pas partir sur... c'est là un petit peu ma critique par rapport justement au design moderne, à l'esthétique moderne en général, c'est que parfois c'est très subjectif. Et en fait, moi, c'est ça, je veux simplement, à travers ce travail-là, remettre plus de, du bon sens, comme d'autres le font d'ailleurs, et ne pas simplement dire, OK, j'ai décidé de te proposer telle option, je trouve que c'est beau. Puis, that's it, c'est tout. En fait, on est censé pouvoir expliquer au client pourquoi est-ce qu'on a positionné ça, comme ça, etc. Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Et quand le client a plus de questions, il y en a qui vont être conscients de ces questions-là, donc ils vont me poser des questions un peu plus poussées. Donc là, c'est sûr comme je fais beaucoup de lectures, je me tiens beaucoup informée des avancées qu'il y a au niveau du design, bien-être, sur différents projets, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui touche tous les projets. Il y en a beaucoup qui travaillent ça dans les milieux, par exemple, milieu médical, milieu éducatif, tout ce qui est milieu thermal aussi, les spas, etc. Ouais. Ces établissements-là sont quand même plus avancés. Et encore, mais en général, on attribue ces questions-là de bien-être à des choses très nichées. Moi, j'ai simplement envie de ramener ça, en fait, chez le particulier, en fait, chez chacun d'entre nous, finalement, qui a la conscience de penser que c'est quelque chose d'important, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Tout simplement. Encore une fois, en apprenant tout ce que vous êtes en train de m'expliquer, j'essaie de voir comment vous faites pour jongler et livrer quelque chose qui concorde non seulement avec les besoins du client, mais qui doit respecter autant de... et je ne vais pas les appeler contraintes, mais respecter ou bien considérer autant de choses qu'on doit faire là maintenant en 2024. Quand je dis autant de choses, vous avez parlé un petit peu de cette subjectivité qu'il y a des fois dans les designs, donc l'aspect subjectif, l'aspect fonctionnel. Moi, j'ai amené l'aspect abordable ou non abordable, dépendamment de comment les gens vont le voir. L'aspect de la durabilité, l'aspect de l'énergie. Est-ce que au niveau énergétique, est-ce que tout est bien conservé? L'aspect éco-responsable. Donc, c'est beaucoup de choses à considérer en même temps. Mais toutes ces choses-là doivent amener à quelque chose de simple, quelque chose de beau et quelque chose de... Donc, j'essaie de voir comment est-ce que vous simplifiez quelque chose d'aussi complexe, en fait. Alors, si on peut donner une métaphore, on peut dire que, par exemple, quand on va voir, mettons qu'on va voir son coach sportif ou un coach, on va lui amener toutes nos problématiques. Ouais. C'est clair qu'il ne va pas commencer par nous dire, bon, OK, on va s'inscrire pour le marathon, puis on va s'inscrire pour le triathlon, puis ça. Ouais. Et quand bien même nous, on lui dit qu'on veut faire ça, qu'on a cette ambition-là, très bien, mais on ne va pas commencer par là. En fait, on va commencer simple et focalisé. Chacun d'entre nous va avoir des attirances différentes. Ça se peut que parmi les 5 points que moi je travaille, les points sur lesquels je travaille dans mon approche globale, ça se peut qu'il y en ait qui vont avoir plus d'affinité avec l'un plutôt qu'avec l'autre. On prend cette entrée. En fait, il va y avoir une hiérarchie. C'est sûr, tu l'as dit Ronaldo,
Et ça fait beaucoup de choses. Donc, évidemment qu'on ne peut pas traiter tout à 100%. Voilà. Mais en fait, c'est pas la question parce que même le client n'en a pas besoin. Par contre, ce qui est intéressant d'avoir une personne en face qui maîtrise, ou en tout cas qui a une connaissance de tout ça, c'est que si je fais pas ça, je sais comment je peux le compenser. Ça, on l'a pas fait, mais je sais pourquoi. Il y a une différence entre... Et c'est là le drame de l'ignorance, là. C'est le côté un peu philosophique là, de notre entretien, mais le drame de l'ignorance, c'est quoi? C'est de penser qu'il n'y a pas et que de se dire, OK, il n'y a pas. Celui qui sait le mieux, c'est celui qui se dit, OK, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qu'il y a quelque chose. Ouais. Et ça fait vraiment la différence dans le projet. Donc, d'amener le client, mettons, à travailler sur... on peut, par exemple, davantage axer sur... Il y en a qui vont être plus sur l'ergonomie, l'organisation. Ouais. Parce que finalement, rendre en fait l'espace fonctionnel et ergonomique, ça va améliorer le confort physique, ça va amener une fluidité dans les tâches quotidiennes. Pour une famille, par exemple, ça va être très important. Et en fait, avoir un environnement bien organisé, ça favorise quoi? La clarté mentale. Et quand on est dans, par exemple, le quotidien, que ça va très vite, le matin, le soir, les enfants, ou soi-même quand on est amené aussi à gérer, qu'on est à son bureau, qu'on a beaucoup de dossiers, etc., on a besoin en fait de ce moment de pause, de ce moment de clarté mentale pour pouvoir mieux repartir en fait sur ce que l'on fait. C'est primordial. Donc, il y en a qui vont être plus pragmatiques, entre guillemets, qui vont aller plus vers là. D'autres personnes qui vont plus apprécier que l'on insiste sur l'aspect psychologique, par exemple. Il y a beaucoup de thèses qui sont développées au sujet de la psychologie de l'habitat, psychologie de l'environnement. Tout ça, c'est des sujets qui existent, mais je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment mis, qui n'arrivent pas suffisamment, en fait, qui ne se concrétisent pas suffisamment. Je trouve que soit c'est quelque chose dont les institutions vont pouvoir bénéficier, c'est des recherches qui existent, mais les institutions en bénéficient parce que là, on va construire de grands projets. Mais je trouve que ça n'arrive pas suffisamment, en fait. C'est pas suffisamment mis à disposition, plutôt. Au consommateur simple, donc le propriétaire de... C'est ça, le propriétaire de sa maison, de son appartement, de ses locaux de travail, qui veut, en fait, amener ça chez lui. Ouais, parce que, je veux dire, la conversation qu'on a là présentement, on l'a parce que vous êtes présente pour le podcast. Encore une fois, merci. Mais je me demande, justement, si moi... même pas si, moi je suis propriétaire, est-ce que j'aurais pensé à avoir cette conversation-là? Est-ce que j'aurais pensé à contacter quelqu'un? Parce que, je veux dire, ça fait X nombre d'années que j'habite chez moi. Est-ce que je sais qu'il y a un manque? Est-ce que je... Tu sais, donc on dirait que c'est le genre de réflexion qu'on peut uniquement avoir au moment où est-ce qu'il y a une nécessité de changement, ou il y a une nouveauté qui vient d'être acquise, etc., puis il faut que la personne qui m'offre le service puisse me décrire tout ça de la façon que vous me l'avez décrite aussi, pour que je puisse vraiment avoir confiance, parce que pas confiance, mais conscience de ce besoin-là. Parce que moi, je vous écoute parler, puis je suis en train d'imaginer ma chambre, ma salle de bain, ma cuisine, en me disant, ouais, mais c'est vrai, est-ce que... Mais sans cette conversation-là, comment est-ce que le propriétaire le sait? C'est une bonne question. Je pense que, honnêtement, c'est des sujets qui, de plus en plus, sont de plus en plus mis sur la scène et sont de plus en plus éclairés. La demande pour des espaces orientés bien-être, elle a vraiment augmenté ces dernières années. C'est sûr qu'elle se matérialise beaucoup, elle prend corps vraiment, comme je disais, dans certains lieux symboliques, comme les lieux, par exemple, thérapeutiques, médicaux, les spas, des choses comme ça, ou alors des lieux réservés parfois à des élites, parce que là, en fait, il va y avoir en fait une attention qui va être portée à ça. Comme je disais, c'est vraiment l'attention. Et moi, c'est ce que je veux à travers Conscious Concept, c'est ce que l'on veut. On veut en fait donner de l'attention aux gens pour leur permettre d'exprimer en fait quelque chose de positif, et aussi qu'ils vivent dans quelque chose de positif. Donc, je pense que la demande, elle est vraiment en croissance, et puis c'est quelque chose qui les gens en sont de plus en plus conscients. Puis c'est ça, on est là aussi pour en parler, pour sensibiliser par rapport à ça. Ouais. Oui, donc je pense que ça va faire du bien à beaucoup de personnes d'entendre, donc de vous écouter, là, d'écrire comment est-ce qu'un espace peut réellement affecter le bien-être, surtout si la personne qui vous aide à remodeler ou modeler, dépendamment de où est-ce que vous en êtes, a réellement conscience de vos besoins. Est-ce que la plupart de vos interactions sont avec des propriétaires ou avec les entrepreneurs qui vont offrir un projet
qui est-ce qui vous parle la plupart du temps? Est-ce que c'est le propriétaire ou l'entrepreneur? Oui. Alors, c'est vrai que je me permets, Ronaldo, juste de revenir sur un dernier point par rapport à ce dont on parlait. C'est que l'habitat, en fait, quand on explique les choses, ça devient clair pour les gens, comme on s'en parle là. Mais c'est vrai que ça peut être des sujets parfois qui peuvent être perçus comme étant concernés certains lieux, mais pas chez moi. Mais en fait, l'habitat, c'est le miroir de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a tous des habitats ou des lieux de travail qui sont différents. Il y en a qui vont avoir un bureau plein de paperasse jusqu'en haut. Il y en a d'autres, il n'y a pas un stylo qui dépasse. Ouais. Donc très clairement, en fait, c'est notre lieu d'expression. Donc ça, on en a tous conscience. On le sait tous. Et même au niveau de chez nous. Et comme en fait, c'est le miroir de ce qu'il y a dans nos esprits, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pour ça aussi que c'est important, c'est révélateur et que ça peut nous aider très concrètement à être, à mieux gérer notre vie et à mieux gérer aussi les choses de l'intérieur, parce que se ressourcer, être capable en fait d'avoir un espace plus ressourçant, plus contrôlé aussi, plus apaisant, très clairement que ça a des effets sur notre vie. Et plus large, en fait, plus largement. C'est pour ça qu'on parle d'une approche qui est globale. On ne veut pas juste vendre, en fait, des images, des belles images 3D bien faites, d'un habitat chic. Et en fait, donner aux gens, faire miroiter à des gens des rêves, des chimères qui ne sont même pas les leurs. Parce que finalement, on est dans une société qui produit beaucoup d'images, qui donne envie aux gens par plein d'images. Mais finalement, derrière ça, les gens demandent ces images, consomment ces images-là, mais c'est pas forcément pour avoir ce qu'ils voient exactement. C'est plus parce qu'il y a un besoin parfois aussi de se valoriser, de se donner de l'espace, de se rassurer. Et en fait, tout ça, ça se fait avec des choses très simples. Ça peut se faire avec des choses très simples d'un point de vue design, d'un point de vue dispositif. Qu'est-ce qu'on fait dans les espaces intérieurs. Donc, je voulais juste apporter cette petite précision. Je vais continuer parce que je suis quand même très content d'entendre cette précision, mais ça m'amène à une autre question parce que je pense que c'est aussi une idée préconçue que quelque chose qui est dupliqué va m'être plus abordable que quelque chose qui est personnalisé. Donc, si je dis que c'est presque ce que je veux, mais j'ose pas nécessairement dire que c'est pas exactement ce que je veux, de peur que, là, si je demande à ce que ce soit personnalisé, est-ce que ça va me demander des coûts supplémentaires? Et je vais même juxtaposer cette remarque à celle que j'allais justement poser quand je demandais, dans le fond, si vous parlez plus aux propriétaires que aux entrepreneurs ou vice-versa, parce que j'essaie de voir si vos intentions, c'est justement d'aller vers cette approche personnalisée, axée sur le bien-être, etc. Si ce n'est pas vous qui avez la conversation initiale avec le propriétaire, comment est-ce que vous faites pour aller recueillir l'information nécessaire auprès de l'entrepreneur qui a peut-être fait une certaine soumission ou qui a peut-être fait... J'essaie de voir comment est-ce que vous pouvez aller vers le client si ce n'est pas lui la première prise de contact, en fait. C'est vrai que c'est surtout des particuliers ou alors des petites sociétés, des entrepreneurs aussi à leur compte, donc qui vont avoir leur bureau, leur cabinet, qui vont nous contacter parce qu'en fait, c'est les premiers qui vont être confrontés aux défis de leur intérieur. Donc en fait, c'est aussi une prise de conscience quelque part de leur part. L'entrepreneur, il est là en second lieu pour apporter un service. Versus celui qui, nous, on répond à des besoins très concrets et qui sait qui est le mieux à même en fait de nous dire ok, j'ai un problème par exemple chez moi ou dans mon bureau ou peu importe, c'est les gens en fait qui sont concernés par ça. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est surtout en fait ce type de personnes-là que je rencontre. Mais effectivement, je pense que plus ça va aller. Puis on a des entrepreneurs aussi là qui s'informent, qui participent aussi à des événements. On a la chance d'habiter à Montréal et puis d'avoir vraiment beaucoup d'événements là en termes qui exposent les dernières tendances, si je puis dire, etc. Donc il y en a qui sont de plus en plus ouverts à ça et puis qui l'intègrent et qui peuvent aussi le proposer. Mais in fine, c'est surtout en fait le client qui compte. Ça s'adresse vraiment au client. Mais vous leur parlez à quel moment du processus? Donc disons à quel moment est-ce que
la conversation se fait entre le client et vous directement? C'est Est-ce que ça. c'est dès le début? Est-ce que c'est... Quand est-ce que ça se passe? Ouais, bonne question. Justement, quand tu me parlais de comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose de personnalisé, puis de pas avoir la crainte que finalement ça devienne Plus comme dispendieux? hors de prix. Non, en fait, c'est ça. C'est la clé, c'est d'intégrer ces questionnements-là dès le départ, dès la conception. C'est pour ça qu'en fait, comme on travaille de manière personnalisée, on veut produire de la qualité et non pas de la quantité. Ben, forcément qu'on va intégrer toutes ces questions-là dès le départ. Ouais. Et du coup, les choses deviennent plus fluides. On va pas ajouter un tableau, mettons, zen, je caricature à fond, à la fin de la conception, après avoir déjà présenté 2 options, par exemple, d'aménagement pour, je ne sais pas, le séjour, anyway, puis ajouter ça, je voulais une touche zen. Ça n'a pas vraiment de sens, en fait. C'est des choses qui s'intègrent dès le départ. Mais qu'est-ce que l'on veut, en fait, dans cet espace-là? Est-ce qu'il y a un enjeu ou pas? Ok, comment on va le régler, mais de façon fondamentale, pas juste de façon superficielle avec un tableau. On peut travailler, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut travailler et qui sont naturelles et accessibles. La lumière, on peut travailler avec la nature, évidemment les formes, évidemment les couleurs. Il y a beaucoup de choses. Simplement, on n'invente pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà travaillé tous ces sujets-là. Et l'histoire, la philosophie de l'art, elle nous en apprend beaucoup. Il suffit de réinjecter en fait de la connaissance là-dedans pour que ça prenne corps de façon harmonieuse et très pragmatique. Et le client le voit tout de suite. Il y a de la qualité, c'est harmonieux, c'est équilibré. Et surtout dans le processus, la méthodologie, moi je vais être en contact régulier. Il y a un suivi régulier qui se fait parce que le but à la fin, c'est que le client soit satisfait et puis que moi, ce que je lui apporte aussi, parce que le client, il est aussi dans une position où il attend une expertise. Donc, je vais aussi lui apporter mes connaissances. Je vais dire, voilà, tel choix va nous amener à aller vers par exemple, tel dispositif. C'est ça que l'on recherche pour ça. On va rechercher, par exemple, à accroître, mettons, la rapidité dans cette pièce, ou au contraire, on va chercher à faire un lieu qui va être un peu plus propice à, mettons, on a besoin de la contemplation, de se reposer, etc. Donc, moi, je suis là pour leur dire, ce choix-là, c'est ça, et de leur expliquer. Et ce choix-là, par exemple, ce serait plutôt ça. Qu'est-ce qu'on veut? Vous voyez? Ouais. Donc, je leur apporte les connaissances qu'ils peuvent ne pas avoir, mais à la fin, c'est la satisfaction du client qui est la note finale. Oui, Ouais. non, 100%. Puis, c'est sûr et certain que, surtout de nos jours, les clients, ils veulent un petit peu être, j'allais utiliser le terme éduqué, mais vraiment, cette information-là, c'est trop simple de dire, ça ne fonctionne plus, je veux le réparer. Ça, c'est simple. Mais d'arriver à la réalisation que si je fais ça d'une autre façon, je vais me sentir différemment, c'est beaucoup moins facile de s'en rendre compte. Et c'est pour ça que je me disais, si les entrepreneurs en tant que tels pouvaient savoir quoi regarder, quoi entendre ou quoi remarquer pour se dire, il y a peut-être un problème là, peut-être que je pourrais vous mettre en communication ou peut-être que pour votre projet, moi, je vais aller communiquer avec, juste pour savoir quand est-ce que vos services, dans le fond, seraient nécessaires. On pourrait se dire que c'est nécessaire tout le temps, mais comment voir, dans le fond, c'est ça, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont écouter ce podcast-là, mais je me présente chez un client, quels seraient les signes ou les choses que je devrais remarquer qui me feraient penser à vous contacter pour leur offrir vos services? Bonne question. Effectivement, on aurait tendance à dire, moi, je défends l'idée selon laquelle que, comme l'humain, il est au cœur, en fait, du projet, c'est sûr que le projet, en fait, doit vraiment épouser qui il est, mais aussi qui est-ce qu'il veut devenir et son évolution. Donc, ça embrasse plusieurs il faut le savoir, ça. Qui est-ce qu'on veut devenir? Ouais. Vous y allez... Non, mais très concrètement, parce que là, c'est un peu... Très concrètement, c'est quoi? Mettons, je suis une famille, il y a un enfant qui arrive, par exemple. Ouais, OK. Ça, comment est-ce que je vais faire en sorte de réaménager mes espaces? Puis, je sais que j'ai pas beaucoup d'espace. C'est vraiment des choses très basiques, là. Exemple aussi, j'ai un nouvel emploi. Finalement, je vais me mettre à travailler à la maison. Puis, j'ai aussi besoin, on l'a vu avec la Covid, il y a eu ce besoin-là de créer à la fois ces espaces où on va se retirer
Et puis, l'habitation aussi, c'est des espaces de socialisation. Donc, comment je vais maintenir cette tension, c'est ça, entre les deux, puis que ce soit quand même fluide? C'est des questions comme ça. Après, c'est vrai que pour un entrepreneur, quels seraient les signes? Ça, c'est une bonne question. Quels seraient les signes qui fait qu'il pourrait faire appel? Mais moi, ce que je remarque, c'est quand on va changer d'avis, souvent, par exemple. En fait, tout est dans l'intention. Est-ce que j'ai en face de moi un client qui a l'air de savoir ce qu'il veut? En général, ça, c'est le client, il sait ce qu'il veut, il est déterminé à avoir ce qu'il veut. On n'est pas là pour imposer aux gens quoi que ce soit, en fait. Puis ça se trouve qu'en fait, il est très concret et puis très lucide sur ce dont il a besoin. Donc ça, c'est correct. Mais si on a, par exemple, un client qui va être extrêmement hésitant, qui peut changer d'avis, qui va être incertain, c'est dans ces moments-là où avoir un designer qui est capable de poser des questions et écouter pour après l'aider en fait à extraire ce dont il a vraiment envie, tout en restant humble. On reste quand même des êtres humains, on n'est pas extraordinaire. Mais là, ça peut être très pertinent. Ça l'est également aussi pour des clients qui vont en fait rechercher, qui sont énergiques, qui sont pleins d'idées, et puis qui ne savent pas sur laquelle exactement aller. Ça ce serait bien, mais ça aussi, ce serait bien. Qu'est-ce que je veux exactement? Donc là, on est sur un type de client qui, OK, il est foisonnant, mais à un moment donné, avancer, c'est choisir aussi. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Donc c'est ça. Je dirais quand on a des personnes qui vont vraiment avoir de l'hésitation, et puis aussi qui ont des enjeux qui peuvent avoir, pour qui c'est important. Rénover, par exemple, des locaux de travail, des bureaux, etc., c'est extrêmement important pour après la productivité, la créativité des employés. C'est pas une question anodine. Et puis, il y a quand même des milliers de dollars derrière aussi. Ouais. Donc, je veux dire, il y a un coût à ça. Ouais. Est-ce que vous avez une préférence sur les types de projets? Quand je parle de type de projet, l'entrepreneur qui fait appel à vos services parce qu'il a un client qui veut X, Y, Z, le client qui vous contacte directement parce que je compte acheter une maison, mais je veux bien qu'elle soit à mon image, ou vous qui prenez en charge un projet de A à Z. Est-ce que vous avez une préférence? Donc, quel type de projet vous préférez prendre en charge? Oui, en réalité, je n'ai pas tant de préférence que ça parce que chaque offre de service va me faire rencontrer différents types de personnes. Et moi, c'est ça que je trouve enrichissant. C'est pour ça qu'on a aussi l'offre de service, pour commencer, entre guillemets, l'offre de service initiale. Donc, cette offre-là, on peut partir sur un consulting. Un consulting, ça peut être entre 50 minutes, 2 fois 50 minutes, mettons. Et puis, à partir des images que l'on va m'envoyer, du dossier qu'on va m'envoyer, on va commencer en fait à lancer quelques pistes. Les pistes que je vois pour régler par exemple cet espace-là qui vous paraît problématique, trop désordonné, qui vous inspire quelque chose de plutôt chaotique, qui ne permet pas réellement la fluidité au niveau des routines, etc. Donc ça, on peut commencer par là et puis on peut donner des pistes. Puis si on a besoin après d'un accompagnement plus poussé, si on a besoin de voir réellement de quoi ça a l'air, là encore, ça dépend des gens. Il y en a qui vont dire « Ah ok, moi, avec les idées, ce dont tu me parles, je vois très bien en fait ça a l'air de quoi. Je ne vais pas forcément y aller avec des options 3D, le portfolio, etc. » Il y en a qui vont avoir besoin de ça. Ils ont envie d'aller plus loin. Ils sont intéressés. Puis, voilà. Et puis, il y en a aussi qui vont aller vers le projet clé en main à ce moment-là, et puis là, le suivi un peu plus long, évidemment. Donc, ça fait vraiment rencontrer des personnes différentes. Moi, c'est ce que j'aime et je tiens vraiment à ça. Ouais. Ok. Non, mais très, très, très intéressant. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Comme je dis, je pose des questions, mais en même temps, je pense à mon espace personnel, voir si de mon côté, c'est optimal, etc., etc. Et je pense que d'autres personnes qui vont vous écouter vont se poser ce genre de questions-là aussi parce que vous amenez cette approche plus, je dirais peut-être philosophique à la chose, parce que c'est plus qu'un espace, c'est beaucoup plus qu'une réparation ou, comme on dit en bon français ici, du patchage, mais vraiment de voir l'espace comme étant, puis j'aimais comment vous l'avez dit, c'est le miroir de soi-même, je pense que vous l'avez dit. Donc, non, très, très intéressant. Je ne sais pas si vous vouliez soit parler de quelque chose d'autre ou quand je dis quelque chose d'autre, un autre point qu'on n'aurait peut-être pas abordé
ou bien nous parler précisément de votre entreprise avant qu'on se quitte, là? Ouais, ben justement, ça amène aussi deux types de projets. Donc, on peut penser que avoir une approche intégrale, globale du projet, ça veut dire qu'il faut tout raser et puis y refaire. Absolument pas. Il y a des projets qui peuvent se présenter de cette forme-là. C'est sûr que comme c'est des projets plus importants aussi, on prend aussi plus le temps, mais il y a ces projets-là, page blanche, comme on a dit, quelqu'un achète quelque chose. Puis il y a aussi ces projets-là, on va complètement partir en fait de ce qu'on a. Et puis j'adore ça parce que ça pose aussi des contraintes déjà. Ouais, c'est avec la contrainte qu'on est capable soit de convertir des choses, de transformer, de récupérer et de dire en fait non, les éléments dont on a besoin, ils sont déjà sur place. Ça prend un peu de connaissance, un peu d'expertise pour leur donner une autre forme, leur donner un autre élan. Et puis voilà, et tout en expliquant. Je parlais au début de c'est une science, c'est un art, oui, parce que on est quand même à la frontière entre les deux. J'estime qu'il faut faire des choses qui apportent vraiment de la qualité aux gens. Ouais. Et qu'à un moment donné, c'est factuel. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Que disent aussi les études à ce sujet? Que disent les retours d'expérience? Donc ça, c'est vraiment important d'assurer aux gens et d'être capable de regarder les gens et de leur dire, voilà, telle chose va apporter telle chose, telle autre chose va nous diriger vers un autre concept. Est-ce que c'est ça qu'on veut ou pas? Et en fait, le client, il travaille complètement aussi. Il est vraiment inclus dans cette démarche. C'est une démarche active. Il construit en fait aussi. À quel point est-ce que le choix des matériaux impacte les différents concepts, design que vous faites? Est-ce que les différentes gammes de matériaux peuvent impacter ce bien-être-là de façon différente? Ouais. Alors, quand on parle du matériau, il y a principalement deux aspects. Ça vient se ranger dans deux catégories. Il y a évidemment la catégorie du durable. Ouais. Un matériau, la nature, elle a fait les choses de sorte que, justement, c'est assez complet. Quand on va toucher un beau bois, par exemple, il va être à la fois agréable au toucher. Ça va nous apporter des sensations agréables. Il va être visuellement beau, si on sait s'y arrêter, en le regardant, etc., attractif. Quand on va le couper, eh bien, il va nous faire des meubles, des toitures, etc. Donc, c'est tout ça c'est tous ces aspects-là sur lesquels on peut être attentif. Évidemment, là, on pourrait se penser qu'un projet va prendre énormément de temps parce que tout ce qu'il faut regarder, pas nécessairement, mais c'est quelque chose dont on est conscient dans la démarche de projet et on peut plus ou moins focuser sur un élément. Si par exemple on veut une ambiance, on peut vouloir parfois des ambiances qui sont un peu plus tournées vers, mettons, la relaxation ou une ambiance plus chaleureuse, etc. C'est clair que les matériaux vont avoir un impact visuellement, esthétiquement, mais après aussi fonctionnellement. Est-ce que je vais utiliser, par exemple, du mobilier en bois si je sais que j'ai besoin, par exemple, de ranger des bouteilles, j'ai besoin de ranger telle chose et telle chose? Sur le temps, comment ça vieillit aussi? Ouais. Donc, et puis, un investissement parfois, on peut se dire, je vais investir dans quelque chose de très banal, etc., pas très cher, mais finalement, sur le temps, on peut être amené à... Ouais, ça peut devenir aussi plus cher. Oui, je sais, on me disait des fois, payer une fois $100, c'est peut-être moins cher que de payer 3 fois 50. C'est ça. Donc oui, mais il faut le savoir. Il faut savoir que c'est quoi l'impact, combien de temps est-ce que cela va durer, puis dépendamment de, comme vous l'avez dit, de l'utilisation. Quelque chose peut durer beaucoup plus longtemps s'il est intouché, versus si c'est cette porte-là qu'on ouvre à chaque fois qu'on entre et qu'on sort, etc., etc. Quand même très, très, très intéressant. Donc, je suis sûr qu'on aurait pu continuer cette conversation-là pendant longtemps. J'entends juste dans la conversation la passion que vous aviez pour ce que vous avez pour ce que vous faites. Puis je pense que si vous véhiculez la même chose quand vous parlez à vos clients, je pense pas qu'ils vont voir ailleurs là, après vous avoir parlé. Donc, encore une fois, merci d'avoir fait partie du podcast aujourd'hui. Et puis, si jamais vous voulez continuer la conversation, vous êtes la bienvenue dans un épisode futur. Merci beaucoup, Ronaldo, pour laisser quelques précisions. Donc, on est joignable à travers notre site internet, consciousconcept.com. Sinon, on est également joignable avec notre adresse courriel info@consciousconcept.com. Conscious Concept, CONSCIUS, concept.com.
Parfait. Donc, C'est ça. oui, donc j'invite tout le monde à aller voir le site Internet et à les contacter. Encore une fois, c'était Ronaldo pour le podcast Entrepreneur de soumission rénovation. Voilà, à une prochaine fois peut-être.